Dimanche 17 octobre 2021, inconditionnel téléspectateur de ORTM2, vous avez bien fait de choisir votre chaîne de proximité. Bienvenue dans la 25e édition du JT7. Tout d'abord, le sommaire. Lutte contre la délinquance financière, le bureau du vérificateur général et le CLEI comme arme. La remise du rapport du vérificateur général ce mardi au président de la transition. Le document de 180 pages et le compte rendu de 22 missions sur 33 prévues. Les innovations et les points saillants de ce document, ce sera avec Sira Batili. Pour échanger sur ces questions uniquement économique et financière. Nous avons aujourd'hui le spécialiste de la question à la personne de M. Modibo Mao Makalou. Il est économiste. M. Makalou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir aussi. Alors, comme je vous le disais dans le sommaire, ce mardi 12 octobre 2021, le président de la transition a reçu officiellement le rapport 2020 du vérificateur du bureau du vérificateur général du Mali. Il s'agit d'un document de 180 pages. C'est le compte-rendu de 22 missions sur 33 prévues. Les secteurs concernés étaient la santé, l'eau et l'énergie. Les échos de ce document avec Sira Batili de ORTM1. L'arme dissuasive de l'État contre les délinquants financiers, ça s'appelle le bureau du vérificateur général. Pour la bonne marche de l'administration publique, ce bureau fournit annuellement un rapport qui donne l'état de santé de notre administration au chef de l'État pour thérapie. Le rapport 2020, officiellement remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est un document de 180 pages qui fait ressortir des irrégularités administratives et financières. En 2020, le bureau du vérificateur a pu réaliser 22 missions sur les 33 prévues pour cause de maladie à coronavirus. Ces différentes vérifications offrent une image peu flatteuse de la gestion des secteurs concernés. D'abord, les vérifications financières ou de conformité. Ces vérifications ont mis en exergue des irrégularités administratives et financières. Les irrégularités administratives relèvent du dysfonctionnement du système de contrôle interne dont, entre autres, la non-tenue des documents de la comptabilité matière, la mauvaise ou la non-tenue des pièces comptables. Quant aux irrégularités financières, elles sont caractérisées par l'absence de mise à concurrence, le non-respect des critères d'attribution des marchés et le fractionnement, des dépenses non supportées par des pièces justificatives. Des missions de vérification financière, celles qui évaluent les performances et celles consacrées au suivi des recommandations, le bureau sélectionne et oriente son programme annuel sur les structures selon les préoccupations du moment. Pour 2020, les projecteurs ont été mis sur différents secteurs dont la santé, la gouvernance institutionnelle, l'eau et l'énergie. Et l'innovation apportée est la mission pilote d'évaluation de politique publique du programme de développement socio-sanitaire, une première au bureau du vérificateur général. Les résultats des collectes nous indiquent que la mise en œuvre du PRODES 3 a amélioré les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de santé. Aussi, sa gestion participative a permis une meilleure administration du service public de la santé. Soutien total à ces missions de vérification qui sont d'utilité publique pour emprunter les propos du président de la transition. Selon le colonel Assimi Goïta, ainsi est implantée la boussole d'une gouvernance vertueuse pour donner au peuple sa souveraineté économique. En plus des autorités de la transition, c'est tout le peuple malien qui est fier de votre détermination dans la documentation des inégalités, dans la gestion des services publics de notre pays. Votre rôle est indispensable dans le processus de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Cela nous interpelle tous et à juste titre. Le bureau du vérificateur, tout comme les autres instruments mis en place, constitue une véritable boussole pour la justice sans l'implication de laquelle la finalité recherchée sera un vain espoir. Votre travail contribuera sans nul doute à instaurer une gouvernance vertueuse axée sur le respect de la chose publique. Conformément aux vœux du peuple malien dans sa majorité, nous devons honorablement mener cette lutte afin que notre pays retrouve sa souveraineté économique et assurer l'épanouissement
de sa population. Avec plusieurs partenaires qui financent ces travaux, le Bureau du vérificateur général travaille en étroite collaboration avec la Cour suprême, le pôle économique et le Conseil national de la société civile. Après 19 ans d'exercice, le Bureau sollicite l'accompagnement des services publics, surtout dans le cadre des réformes en cours au niveau des finances publiques, pour lutter efficacement contre la corruption. Alors, de retour sur ce plateau, juste avant de continuer, on va rappeler que le 13 aussi, il y a eu la remise du rapport 2019-2020 de l'OCLEI qui a aussi fait beaucoup de bruit, qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur Makalou, alors est-ce que, comme on lui dit dans nos titres aujourd'hui, c'est peut-être une bonne arme pour lutter contre la délinquance financière et la corruption? Merci bien, madame. Donc, d'abord, c'est deux choses différentes. C'est deux autorités administratives indépendantes, le bureau du vérificateur général et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI. Donc, ils n'ont pas été créés en même temps parce que le bureau du vérificateur a précédé l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Et vous savez que le premier rapport du vérificateur date de 2005, c'est le rapport annuel 2005 qui portait sur la période 2004-2005. Et depuis lors, il a fait une quinzaine de rapports. Je pense que le dernier rapport devrait être le 16e, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il s'agit en réalité de savoir comment l'allocation des ressources est faite, de nos ressources nationales, des ressources publiques. Parce que vous savez, en matière de gestion des finances publiques, il s'agit de voir comment les autorités, l'État, utilisent les lois, les procédures, les systèmes, etc. pour bien gérer les ressources publiques qui sont insuffisantes. Parce que vous savez que depuis que nous avons notre indépendance en 1960, nous dépensons, c'est-à-dire les recettes budgétaires sont moindres que les dépenses budgétaires. Donc, il y a ce qu'on appelle un déficit budgétaire qu'il va falloir combler. Donc, quand il y a des déperditions des ressources, c'est-à-dire que les ressources sont mal allouées, ou il y a des irrégularités ou des manques de conformité, ou manque de performance, cela fait diminuer un peu les investissements publics. Ça veut dire qu'il y aura moins de ressources pour faire face aux besoins. Bon, donc, ça veut dire qu'on amplifie déjà un problème qui est déjà en cours. Et donc, c'est pour cela que le bureau du vérificateur a été mis en place et aussi que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a été mis en place. Mais l'enrichissement illicite, ça concerne surtout les personnes publiques. Les personnes publiques et leur patrimoine. C'est-à-dire, si vous, aujourd'hui, vous déclarez vos biens et qu'un an après, on a trouvé que vos biens, votre patrimoine a augmenté de 100%, bon, ou bien vous avez hérité de quelqu'un, ou bien vous avez gagné à la loterie, ou bien, en tout cas, bon... Bon, je veux pas donner des raisons de justification aux gens qui aiment bien frauder, mais bon, en tant que bonne Diawando et fille de Soniké, je peux faire du commerce à côté, moi. Ah, ça dépend. Bon, vous savez, par exemple, le bureau du vérificateur et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, il y a un code de valeurs, d'éthique et de déontologie. Donc, ça ne leur permet pas. Ils ont des mandats fixes. Donc, ils ne peuvent même pas être démis normalement, sauf faute lourde ou bien en tout cas d'exception, ou bien démission, par exemple, pour cause de maladie et de décès. Mais en réalité, donc, c'est pour les protéger, mais aussi le traitement leur permet de tenir leur rang. Ça veut dire qu'ils ont un salaire conséquent. Et des primes et des indemnités conséquentes qui leur permettent d'accomplir leur mission sans des contraintes d'ordre salarial ou en tout cas pécuniaire. Voilà. Alors, maintenant, comme on l'a dit, ça fait 19 ans que le bureau du vérificateur est là. Est-ce que ça a changé quelque chose, selon vous, vos analyses? Moi, personnellement, je suis resté un peu sur ma faim par rapport au bureau du vérificateur général parce qu'il faut voir les ressources qui y sont consacrées. Mais je pense que c'est une addition au paysage institutionnel. Ce que j'aime en ce bureau du vérificateur, c'est le fait que ce soit une autorité administrative indépendante. Parce que même si
on peut dire que le bureau du vérificateur est rattaché à la primature, mais en fait, elle ne dépend pas, le bureau ne dépend pas de la primature. Donc, les autres structures de contrôle, parce que n'oubliez pas que nous avons une très ancienne structure de contrôle qui est le contrôle général des services publics, qu'on appelait le contrôle d'État, qui avait été créé sous la Première République. Mais cela est un contrôle interne, c'est-à-dire c'est rattaché aux dirigeants administratifs. À l'époque, c'était rattaché à la présidence de la République. Et vous avez la section des comptes de la Cour suprême, qui est une autorité externe, qui fait un contrôle externe. Bon, donc, mais ces deux posent quelques petites difficultés parce que leur autonomie, ou en tout cas les enquêtes ou en tout cas les rapports que ceux-ci peuvent fournir peuvent être sujets à caution parce que plus ou moins ce sont elles sont rattachées à l'État d'une manière ou d'une autre. Mais le bureau du vérificateur a son autonomie de gestion, comme l'OCLEI d'ailleurs, donc ils ont autorité administrative et indépendante. Donc en principe, ils ont l'indépendance de contrôler, de vérifier les conformités, les performances aussi des entités qu'ils choisissent de contrôler, ou ils peuvent être saisis parce qu'on peut les interpeller, ou bien on peut même leur demander aussi de venir faire ces contrôles. Bon, donc, comme le vérificateur l'a signalé aussi, parce qu'il a été, il y a des choses il y a des situations qui sont là. Ils sont interpellés, on leur demande de voir ce qu'il en est, et effectivement. Absolument. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut amener ces structures-là à revenir sur le droit chômage, si on peut le dire comme ça? Ben, ces structures, je pense qu'il n'y a pas 10 000 manières, il faut évaluer. Il faut évaluer pour voir le chemin déjà qui a été parcouru et voir si on est sur la droite ligne, si on est sur la bonne voie. Parce que, évidemment, c'est un processus d'ajustement et de correction, mais tout dépend de l'évaluation qu'on va en faire. Et c'est prévu par les textes qu'il y ait une évaluation externe. Donc, normalement, une autorité indépendante ou même un cabinet privé peut quand même auditer ces structures aussi pour voir leur performance et aussi voir comment ils sont en train de gérer les ressources qui sont humaines, et financières et matérielles. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons aussi l'autre sujet qui concerne l'OCLEI. Vous avez effleuré, si je peux me le permettre, la différence entre l'OCLEI et le bureau du vérificateur qui est plus dédié aux personnes. Personnes qui gèrent nos ressources. Qui gèrent nos ressources. Alors aujourd'hui, avec la publication de leur dernier rapport, il y a quand même 9 dossiers d'enrichissement. Qu'en est-il réellement? Oui, mais ce n'est que le bout de l'iceberg, ce n'est qu'une infime partie de ce qui se passe à ce niveau d'enrichissement illicite, parce qu'ils ont quand même contrôlé de manière parcellaire ce que les fonctionnaires font, parce que je pense que l'enrichissement illicite a une échelle beaucoup plus grande que ce qui a été détecté. Mais c'est un avant-goût, mais qui annonce un peu ce qui se passe au niveau de l'administration. Parce que vous savez, madame, en réalité, la gestion des ressources publiques exige qu'il y ait un contrôle. Tous ceux qui gèrent les ressources publiques ne sont pas vertueux par nous-mêmes. Il faut que ce soit la loi ou en tout cas des dispositions institutionnelles qui soient prises pour nous obliger à rendre compte. Parce qu'à partir du moment où vous devez rendre compte, la redevabilité, cela vous permet de ne pas faire certaines choses. Mais s'il n'y a pas de contrôle de routine, ou si les contrôleurs ne sont pas bien formés ou sont corrompus aussi, donc cela va faire qu'il y aura beaucoup de déperdition des ressources. Et c'est ce que nous essayons d'éviter parce que nous avons un pays qu'on dit pauvre, mais qui n'est pas pauvre, qui a un revenu moins élevé, mais qui pourrait déjà tabler sur, en améliorant les performances de l'administration et la gestion des ressources, peut quand même engranger plus de ressources. Alors, on parle de plus de 6 milliards. Est-ce que ce n'est que 6 milliards quand on dit de francs CFA, ou bien il y a 6 milliards autrement aussi? Mais on parle que de quelques personnes pour le moment. Tout à fait, oui. On parle que de quelques personnes. Ce n'est que quelques personnes. On parle que de quelques personnes pour le moment. Bon, 6 milliards, c'est beaucoup d'argent dans notre pays. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, le taux de pauvreté extrême au Mali est de 42,3%. Vous savez ce que ça veut dire ça, madame? Ça veut dire que 42,3% des 21 millions de Maliens gagnent moins de 180 000 francs CFA par personne et par an.
et ça fait environ 493 francs CFA par jour. Donc, 6 milliards, c'est énormément d'argent. C'est énormément Voilà. d'argent. Alors aujourd'hui, quand on fait pas une addition, mais bureau vérificateur et OCLEI, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Parce que nous, on voit quand le vérificateur dit qu'il a fait toutes ses missions, on est content. On se rappelle aussi que le président Amadou Toumani Touré disait que mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est lui qui a mis en place le bureau de vérification. Justement, mais nous savons qu'aujourd'hui nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'une bonne gestion de nos ressources. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Est-ce qu'il est possible vraiment d'assainir les différents secteurs concernés? Oui, bien sûr. Tout est une question de volonté politique, madame. Et moi, je vous dis, ces rapports du vérificateur, je vous ai dit que le premier rapport du vérificateur date de 2005. Mais tous ces rapports-là, ils sont où? Qu'est-ce qu'on a fait de ces rapports? Moi, c'est la question que je me pose pour savoir si le travail qui a été fait par le bureau du vérificateur, si on en a tenu compte. Et à mon humble avis, on n'en a pas vraiment tenu compte parce qu'il n'y a pas eu de sanctions à la taille du travail effectué. Et donc, moi, je pense que encore, jusqu'à maintenant, qu'il y a eu beaucoup de complaisance, en tout cas à la mise en œuvre des recommandations, et au niveau de la transmission de ces dossiers au niveau de la justice, et je pense qu'il n'y a pas eu de grands résultats à la hauteur des ambitions des services qu'on a mis en place. Et je pense que ça, c'est peut-être à cause du manque de volonté politique. Et peut-être qu'on va avoir un changement maintenant, parce que, bon, en tout cas, je pense que si les dossiers sont transmis à la justice et que la justice fait son travail, ben, écoutez, on va en entendre les répercussions sous peu. Je l'espère aussi, mais qu'en est-il de l'OCLEI dans ce cas? Si les documents du bureau du vérificateur n'ont pas été pris en compte comme on l'aurait voulu, alors est-ce que l'OCLEI pourra... Mais l'OCLEI a eu d'énormes difficultés pour accomplir son travail. D'abord, ceux qui sont à la tête de l'État, il y a beaucoup de ministres et certains premiers ministres qui ont refusé de déclarer leurs biens. Et qui ont refusé, qui ont mis en difficulté l'OCLEI. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouquins autour de ça. Il y a eu beaucoup de difficultés administratives, de bâtons qui ont été mis dans les roues de l'OCLEI pour que l'OCLEI ne puisse pas accomplir sa mission. Alors que l'OCLEI, quand même, ça avait été institué suite à la lutte, à la déclaration que 2014 était l'année de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, parce qu'il y avait eu un atelier assez important par rapport à cela. Je pense que c'était le forum sur les états généraux, sur la corruption et la délinquance financière. Il y a un plan d'action qui avait été mis en place aussi. Donc, en fait, tout l'arsenal est en place. Il suffit de l'appliquer et de mettre les bonnes personnes sur ces dossiers et d'attendre des résultats. Donc, une politique se juge par ses résultats, comme dit Maurras. Donc, il faut attendre de voir ce qui va être fait encore avec ce rapport de l'OCLEI. Déjà, ils ont dit que c'est des dossiers qui ont été transmis à la justice. Oui, mais on attend maintenant la justice, parce que la justice fasse son travail aussi. Oui, mais la justice, qui précisément? C'est le procureur, le juge? Non, normalement c'est au procureur, parce que même les dossiers du vérificateur, il y a quand même une vingtaine de dossiers qui ont été transmis, directement au procureur. Mais maintenant, qu'est-ce que les procureurs vont en faire? Bon, en tout cas, la justice est supposée être indépendante, mais on va voir si les juges seront à la hauteur de la tâche. Aujourd'hui, pour aider notre pays sur le plan économique et financier, qu'est-ce qui a lieu d'être fait? Mais ce qu'il y a lieu de faire, vous savez, depuis 2018, en fait, l'assistance extérieure, c'est-à-dire nos partenaires techniques et financiers, ont beaucoup réduit, en tout cas, l'assistance qu'ils nous octroyaient auparavant. Donc maintenant, nous devons compter de plus en plus sur nos propres ressources. Et pour cela, il faut les mobiliser. Donc, en mobilisant ces maigres ressources, il ne faut pas que quelques personnes se l'attribuent. Le patrimoine, il est national, il n'appartient pas à une famille, il n'appartient pas à un dirigeant, c'est pour tous les Maliens. Et surtout, les Maliens qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables sont généralement les femmes et les jeunes. Et c'est la majorité de la population.
Donc, quand nous pensons à ces 42,3% de Maliens qui vivent avec moins de 493 francs par jour, nous devons quand même faire attention à nos ressources. Les ressources sont confiées à ceux qui les gèrent. Ça ne leur appartient pas. Alors, mais est-ce qu'on peut, on dit souvent une augmentation de salaire, de meilleures conditions, mais même si on relève le niveau, parce que le niveau a été assez relevé ces derniers temps, le niveau de vie a été relevé, mais est-ce que d'autres efforts pourront permettre de réduire la corruption au Mali? Bon, votre question est très intéressante. D'abord, l'État a fait d'énormes progrès, efforts en tout cas, en termes de salaire. Est-ce que vous savez qu'entre la loi de finances, entre le budget 2020 et le budget 2021, les salaires ont augmenté la masse salariale Oui. a augmenté de plus de 10%. Beaucoup. Et non, plus d'une cinquantaine de milliards, près de 60 milliards d'augmentation. C'est énorme pour 113 000 fonctionnaires sur les 21 millions de Maliens que nous sommes. Donc, même si les salaires augmentent, cela ne suffit pas. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, on n'est pas vertueux par soi-même. Mais en réalité, si vous devez confier des responsabilités aux gens par rapport aux ressources publiques, le traitement doit être aussi conséquent. Il ne faut pas qu'on mette les gens aussi dans la précarité et leur demander des résultats extraordinaires. Donc, il faut vraiment faire en sorte que les gens puissent travailler dans des conditions de non-précarité, mais surtout que les résultats, que ce soit basé sur les résultats de leur travail. Et comme ça, si les gens sont motivés, et il y a l'incitation, parce qu'il faut de la prévention, parce que la lutte contre la corruption, pour moi, c'est de la prévention. La répression ne revient qu'en dernier recours, mais il faut surtout faire beaucoup de prévention. Et vous savez, on a beaucoup de textes, les gens ne sont pas au courant de ces textes, les gens ne sont pas formés. Oui, mais en matière de prévention, par où est-ce qu'on doit commencer? On doit commencer à sensibiliser les gens d'abord. D'abord, à partir du moment où on vous confie des ressources, parce qu'il y a des manières de le faire. Parce que vous savez, nous sommes en train d'aller, depuis quelques années, 3-4 ans, nous sommes en train de faire la gestion, la réforme des finances publiques. Donc, de quitter le budget par les moyens pour aller vers le budget programme, qui est la gestion axée sur les résultats. Bon, pour cela, il va falloir quand même que nous changeons nos méthodes, parce qu'il ne s'agit pas de fournir des pièces justificatives seulement, il s'agit de voir les normes et aussi de voir les résultats et comment empêcher les gens de tomber à travers le système et de voir les normes comptables et financières et faire en sorte que les gens puissent les appliquer et que ce soit pas très compliqué. Donc pour cela, il faut de la formation, il faut de la pédagogie, il faut du suivi et il faut de l'évaluation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est ce qui met fin à l'édition du jour. J'espère que vous avez beaucoup appris avec le docteur. Ah, je ne suis pas docteur, je suis MBA. MBA, ok, voilà. D'accord. Donc, on va garder M. Modibo Mahamat Kallou qui est économiste. Et comme à la fin de chaque émission, nous aimons